Le post, il a fait 3 millions de vues en, je dirais, 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et du jour au lendemain, en fait, dès qu'on sortait, quand je sortais dans la rue, vraiment des personnes qui m'appelaient, des fois on m'appelait Silicon Valley. On m'appelait même plus par mon prénom. Ils savaient comment je m'appelais, hein, mais ils m'appelaient Silicon Valley. Salut Lokman. Alors on est parti. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Alors moi, du coup, c'est Lokman Benadja. J'ai 20 ans, je suis étudiant en informatique. Je suis passionné par l'intelligence artificielle et j'ai été nommé jeune talent de l'année 2023 par l'université de Berkeley. Et dans quel milieu as-tu grandi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entourage? J'habite à Trappes. J'ai grandi à Trappes depuis que j'étais petit. Vraiment une enfance un peu classique, on va dire. Rien de particulier à part le fait que j'aime beaucoup l'informatique et que dès que j'étais petit, j'étais beaucoup un peu seul sur mon ordinateur à essayer de jouer, mais aussi faire plus de choses qui est la programmation par exemple. Mais voilà, j'avais quand même cette partie en moi où je développe beaucoup l'informatique. Après, tu avais quand même ton père qui était informaticien, donc ça aide à se mettre un petit peu dans le bain, j'imagine. Oui, même si, bon, mon père, je ne l'ai jamais vu faire de l'informatique, c'est-à-dire que même quand j'étais au lycée, je ne savais vraiment pas ce qu'il faisait, je savais juste qu'il était dans l'informatique. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de réflexion, comment réfléchir, avoir un raisonnement assez bien structuré, opérationnel pour l'informatique, ce qui est nécessaire, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, il a pu me faire rencontrer des personnes qui connaissaient, qui étaient dans le domaine de l'informatique. C'était quoi tes premières passions? Alors, si je veux remonter au plus loin, quand j'étais tout petit, donc après, je dirais 2-3 ans, en fait, il y avait mes frères et sœurs, donc un peu plus grands que moi, ils ont 5-7 ans de plus, qui eux jouaient à un jeu qui était un peu ludique sur ordinateur, qui permettait de faire des calculs avec des pièces, compter les pièces, etc. Et donc moi, j'avais 2-3 ans et je faisais exactement la même chose qu'eux. Donc c'était vraiment les premières fois où j'étais sur l'ordinateur. Et après, j'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo. Sauf que voilà, j'ai joué à plein de jeux vidéo. Il y avait certains jeux qui étaient accessibles, d'autres qui étaient payants. Et j'allais pas demander à mes parents si je pouvais avoir les jeux. Franchement, ça me venait pas du tout à l'esprit. Mais je voulais vraiment jouer à ces jeux-là. Du coup, j'ai décidé de coder ces jeux-là. Essayer de voir comment est-ce que moi je pouvais les recréer et faire quelque chose où je puisse m'amuser moi-même sans avoir forcément à payer. Et ça, t'avais quel âge? J'avais 9 ans. Du coup, pour la référence, j'étais quoi, en CE2, je pense, ou CM1, dans ces alentours. Et je jouais à un jeu qui s'appelle Minecraft. Ouais. Et dans le serveur public, serveur privé, il fallait payer 20 €, je crois, pour avoir un compte et avoir tout ça. Et donc, du coup, je me suis lancé. J'ai dit, j'ai envie de faire. Je jouais à ces mini-jeux-là. Je suis allé regarder sur Internet des tutoriels pour savoir comment est-ce qu'on peut coder, comment est-ce qu'on peut faire ce mini-jeu. Et donc j'ai essayé de tout suivre à la lettre. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de tutoriel qui me permettait de faire exactement les jeux que je voulais. Donc j'ai dû faire un peu coller certains tutoriels avec d'autres pour arriver à avoir les résultats. Et tu t'es aventuré sur d'autres domaines que les jeux vidéo? C'est de la programmation, mais sinon je faisais des applications aussi, soit des sites web, des applications mobiles. J'ai commencé à faire un jeu, mais sur mobile. Donc là déjà c'était un peu plus compliqué, surtout que c'était un jeu, bon pareil, hein, on parlait de Minecraft tout à l'heure, là c'est Fortnite. Je voulais faire un jeu comme Fortnite sur mobile parce qu'il n'existait pas. Et donc là il y a beaucoup plus de notions qui viennent, la physique, par exemple pour que les joueurs ils rentrent pas dans le sol, etc. Donc là il y avait beaucoup plus de connaissances techniques qu'il fallait comprendre. Et donc moi j'ai réussi quand même à faire quelque chose qui fonctionnait malgré le fait que j'ai pas vu du tout ces cours de physique parce que j'avais pas de cours de physique. C'était quoi? C'était au collège, les cours de physique que j'avais, c'était vraiment les molécules, les atomes et tout. J'avais pas plus que ça. Et oui. Et du coup là, moi je devais apprendre la gravité, faire les collisions. Donc voilà, j'étais un peu loin, mais j'arrivais quand même à faire quelque chose. Et avec le temps, en ayant vu ça aller en cours, ça m'a permis de direct tout recoller. Donc toi, dans la cour de récré, pendant que tu jouais au foot, tu pensais à collision, mouvement? Non, je jouais aussi au foot. C'est-à-dire que c'était quasiment pareil. Je jouais avec mes amis. C'est juste que... Bon, après, c'est vrai que je ramenais des fois mon téléphone et je leur montrais ce que je faisais. Et ça, j'aimais beaucoup. Mais je jouais au foot, je faisais tout. C'est juste que quand je rentrais chez moi, j'avais soit la possibilité de jouer, soit la possibilité de faire les jeux. Là, t'as la dizaine d'années et tu fais déjà des jeux, des applications, des sites internet. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ton entourage, de tout ça? Ils sont fiers de toi? De mon entourage, franchement, je ne m'attendais pas trop à des retours ou quoi que ce soit. C'est vrai que juste le fait que je puisse être dessus, moi, c'était la seule chose qui me préoccupait.
Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un retour de mon cousin, donc, que j'apprécie énormément. Il est plus âgé que moi, il a plus de 10 ans plus que moi. Et donc lui, à cette période-là, pendant que moi j'avais 9-10 ans, lui il était en DUT informatique. Et donc il apprenait tout ce que moi je faisais en fait. Et c'est là où j'ai compris que je faisais quelque chose qui était vraiment important. C'est parce que du coup il m'a fait la remarque, premier degré, il m'a dit mais là tu es en train de faire ce que nous on est en train d'apprendre 10 ans plus tard. Et donc du coup là je me suis dit en fait c'est vraiment bien parce que je suis en train d'apprendre quelque chose qui va même être utile plus tard. Et donc ça m'a vraiment validé. Ça m'a dit ok je peux continuer dans ça sans problème. Dit, je suis en avance là, je suis en train de gagner des points de vie. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais vraiment du coup je pouvais aller sans me dire que là je suis en train de perdre mon temps en tout cas. Et côté études, comment ça se passait? Donc j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé au lycée, ils ont fait la réforme réforme du lycée, réforme du bac. Donc ils ont introduit les spécialités avec notamment la spécialité numérique et sciences informatiques. Et donc là, ça nous a permis d'apprendre les bases de l'informatique, avoir vraiment des bases solides et qui sont un peu vastes. C'est pas juste du développement, mais comprendre un peu déjà comment un ordinateur il fonctionne, tout ce qui est, comment communiquer avec un ordinateur. Dans plein de domaines différents de l'informatique. Au final, j'ai passé le bac sans aucun problème. Je m'étais fixé une limite, je voulais avoir mention très bien. Et en ayant 19 aux deux spécialités et après que des bonnes notes sur les autres, ça m'a permis d'avoir mention très bien sans souci. Et un jour, tu rencontres l'IA. Comment se sont passés les débuts et comment tu as pu intégrer le programme Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à entendre avoir les premiers échos du programme Qu'est-ce qu'il y a. C'était mon père qui m'en avait parlé. Et je suis allé dans la ville où il y avait la personne qui a créé le programme qui est venue nous expliquer ce que c'était. Je ne savais pas trop si je pouvais le faire ou pas, car je venais d'avoir le bac. Je venais d'entrer dans le nouveau cursus, donc le BUT informatique, mais aussi qui disait que c'était un programme qui était plus dédié à des gens qui sont au niveau bac plus 2 à bac plus 5. Okay. Et donc je me suis dit peut-être que je vais arriver dans un endroit où je ne vais rien comprendre. Et justement, dès le début, tu t'es senti noyé ou au contraire, tu t'es senti au niveau? Alors il faut savoir que l'intelligence artificielle, j'en avais pas entendu parler du tout. Et tu as senti un gap entre ce programme Qu'est-ce qu'il y a et ton cursus universitaire? En réalité, quand j'ai commencé, j'ai vu, ok, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de termes techniques, beaucoup de notions sur l'intelligence artificielle. Alors, je peux citer tous les termes techniques qu'il faut, surtout après la partie mathématique derrière qu'il faut comprendre. Mais je me suis dit, en fait, je peux le faire. Faut juste que je me donne un peu des moyens. C'est-à-dire que toutes les pauses que j'avais, je les consacrais à avancer, à apprendre un peu plus, à regarder plus de vidéos et être sûr que quand j'arrive, je sois au même niveau que tout le monde, au minimum. Tu as pu participer en équipe à un projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, c'est dans le cadre du programme Qu'est-ce qu'il y a? On avait 3 équipes par ville et 7 villes qui faisaient la compétition dans le domaine national, sur le territoire. On avait chacun des thèmes. Donc les déchets alimentaires, les déchets sauvages, les anomalies sur la route. Et il fallait qu'on trouve un moyen pour qu'on réponde à ce projet-là en aidant la ville, la municipalité. Et donc du coup, on avait un peu, sur toute l'évolution, eu un guide qui nous avançait pour travailler et développer une intelligence artificielle. Mais après, la partie, la solution qu'on va proposer qui va aider vraiment la ville, il fallait qu'on l'imagine nous-mêmes. Et donc c'est là où on a pris notre temps pour faire vraiment tout ce qu'il faut faire. On a commencé avec une étude du marché, on a recueilli les besoins des clients, donc les citoyens, les municipalités, les agents qui récupèrent les déchets dans la rue. On a récupéré toutes leurs questions, tous leurs problèmes aussi, qu'est-ce qui leur pose problème. On a pu en tirer des conclusions. Par exemple, le fait que les municipalités, on a très vite compris qu'ils passent 20 minutes par appel juste pour signaler un déchet parce que la personne elle s'énerve pendant longtemps et elle lui dit voilà c'est inadmissible, je sais pas quoi, sans même expliquer quel type de déchet il y a et où est-ce qu'il est par exemple parce que c'est très vague. Voilà, donc beaucoup de temps perdu et donc on a passé plusieurs semaines à développer l'intelligence artificielle pour que notre IA, donc c'est une IA qui est capable à la base juste de détecter des objets, qu'on puisse faire en sorte qu'elle puisse détecter des déchets. Et donc on avait toutes les étapes qui sont assez fastidieuses mais qu'il faut faire. Donc c'est tout simplement pour une intelligence artificielle, si on veut avoir une bonne intelligence artificielle, il faut des bonnes données. Et donc il y a toute la partie collecte, gestion, tri des données qui prend beaucoup de temps. Il y a eu un gros challenge. Un très gros challenge et ça c'était un challenge pour toutes les équipes. Et nous on a su mieux gérer que les autres équipes.
Tu me disais qu'il faut 1000 images de chaque type de déchet pour entraîner l'IA. Dans notre exemple, on avait plusieurs catégories de déchets. On a les bouteilles en plastique, les sacs en plastique, les sacs en carton, etc. Et pour que notre intelligence artificielle elle soit performante et qu'on puisse être sûr que quand on va lui envoyer une image d'un déchet, elle puisse la détecter. Je ne vais pas aller dans les détails dans les contraintes parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais voilà, pour qu'elle soit vraiment performante, il fallait au moins 1000 images. Et donc du coup, on a dû essayer de se rapprocher un maximum de ce nombre d'images parce que c'est pas facile quand même d'avoir 1000 images avec le peu de moyens qu'on avait. Mais on a usé de techniques, on s'est renseigné, voir des techniques pour avoir des meilleures données, pour avoir des données aussi qui sont des données de type de déchets qu'on retrouve dans notre ville, parce que si c'est des déchets qu'on trouve au Pakistan ou aux États-Unis, c'est pas les mêmes que ceux qu'il y a dans notre ville, les routes elles sont pas pareilles. Ouais. Donc tout ça il faut y réfléchir et voilà, c'était un gros challenge. À la fin, il y a quand même une phase un peu intensive où tu as eu une semaine pour coder le projet qui s'appelle donc C'est du propre. C'est ça. Et ensuite une phase où vous avez dû pitcher tour à tour le projet à différents organismes. Et comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes? Ok, alors du coup, comme j'avais dit, les étapes de développement de l'intelligence artificielle, ça nous a pris beaucoup de temps. On a eu des points de blocage, des moments où on disait, là, on peut rien faire. En fait, notre IA, elle n'arrive pas à détecter les objets, là, comment on fait? Et donc, après, ça ramène du coup le fait que certaines personnes, elles peuvent être démotivées. Il faut réussir à les remotiver. Il faut dire, ok, non, il faut avancer sur ce projet-là. Donc, tout ça, c'est très important. Et on a su un peu redémarrer toute l'équipe et avancer pour un peu conclure et faire en sorte qu'on ait une intelligence artificielle qui soit performante et qui puisse au moins, on va dire, 80% des cas détecter le déchet. Et une fois qu'on a réussi ça, là, on a dû mettre on a dû mettre la deuxième pour terminer le reste du développement et se dire, ok, maintenant qu'on a une IA qui fonctionne, il faut qu'on se démarque. Parce que le programme, il nous permettait juste d'avoir une interface simple, donc une page web, où on envoie une image et elle détecte le déchet. Donc ça, c'est vraiment pas une solution en tant que telle, c'est juste une démonstration, on va dire, d'un outil. Et donc nous, on voulait que notre solution, qui aide les citoyens et les municipalités, elle soit vraiment utile et utilisable surtout. Et donc on s'est dit, le meilleur moyen d'avoir quelque chose où les gens ils prendront vraiment en photo, c'est si l'application elle est sur leur téléphone. Si elle est sur leur téléphone, comme sur Snapchat, une photo directement, un clic, on ouvre l'application, un clic, on prend la photo et c'est fini. Et donc là, on a dû développer une application. Donc là, comme j'avais déjà développé des applications plus jeunes, je me suis dit, ok, ça va être simple. C'était un peu plus compliqué que je le pensais, mais ça allait quand même. Au bout d'une semaine, j'ai réussi à avoir une application qui arrive à prendre en photo et envoyer les images à un serveur. Et donc, pour la démonstration, on était bon et on s'est préparé du coup ensuite pour savoir comment bien expliquer notre projet pour faire le pitch. Parce qu'une fois que la solution elle fonctionne, si on n'arrive pas à bien la présenter, c'est comme si on n'avait rien du tout. Il faut convaincre. C'est exactement on va dire l'étape de séduction ou en tout cas convaincre les différents partenaires potentiels ou municipalités qui veulent accueillir le projet. Est-ce que c'est toi qui pitchais? Est-ce que ça se faisait en équipe? Oui. Du coup, dès qu'on était prêt pour faire le premier pitch, où on pensait déjà que c'était quelque chose de gros, de pitcher devant toutes les personnes de notre ville, puisqu'il y avait quand même plus d'une centaine de personnes, beaucoup de parents, des professionnels qui venaient. On s'est dit déjà ça va être gros de faire ça, puisque vraiment j'avais jamais fait ça auparavant. Et donc là, dès qu'on remporte, on se dit mais on avait de la joie du coup, parce qu'on avait réussi, on avait remporté le programme. Mais on se dit mais attends, là il vient de nous annoncer juste quelques minutes avant qu'on va devoir refaire la même chose à Vivatech, du coup Vivatech, on venait d'apprendre aussi ce que c'était. C'est un grand salon sur la tech, toutes les innovations, etc. qu'on peut trouver en Europe, devant encore plus de personnes, avec un cadre encore plus professionnel, parce que du coup Vivatech c'était des présentateurs qu'on connaissait pas du tout, des superbes rencontres qu'on a fait là-bas aussi. Et donc on était un peu dans le mix et à chaque fois tout s'est fait petit à petit. Pareil pour le pitch à la Société Générale. On ne pensait pas que ça allait être comme ça, mais à chaque fois qu'on termine un premier pitch, on a dû encore monter à la vitesse d'au-dessus pour se préparer un maximum. Donc en passant ces différentes étapes donc de pitch et ces succès, y a un certain buzz, en tout cas un bruit qui naît, qui commence à se développer sur les réseaux sociaux, au point même où on te contacte au final, on vient te chercher. C'est ça. Alors quand on a remporté la finale à la Défense, du coup au siège de la Société Générale, à ce moment-là, on a appris aussi un peu officiellement, parce que nous, à notre échelle, on ne savait toujours pas, c'était toujours flou, mais on nous dit, mais en fait là, vous allez partir à la Silicon Valley pour aller pitcher là-bas.
Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, à notre tête, on voulait juste pitcher dans notre ville, enfin, on pensait qu'on allait juste pitcher dans notre ville et c'était fini. Et donc là, on se dit, attends, donc on va aller partir tout là-bas. On voit le Parisien, il fait un post, on voit des millions de personnes, ils commencent à mettre des commentaires, dont une personne importante, le directeur exécutif du Fisher Center à l'université de Berkeley. L'université de Berkeley, c'est la meilleure école publique au monde, tout simplement. Et donc, on voit ça, on cligne un peu des yeux, on dit, ok, alors là, il ne faut pas manquer l'opportunité. On l'a contacté pour faire des visioconférences, pour lui expliquer un peu plus, parce qu'il voulait en savoir plus sur ce qu'on faisait, car il a vu en fait la tête de l'affiche, mais il n'avait pas forcément vu nos pitchs, etc. Donc on lui avait partagé des extraits, il avait regardé, il s'est dit, il était bluffé. Et plus on parlait avec lui, et plus il avait envie de nous inviter. Et donc à la base, il avait invité 4 personnes, à la fin on est venu à 10 ou un peu plus. Et à Berkeley, comment ça s'est passé au final? Comment s'est passée ton aventure américaine? À la base, le fait qu'on ait remporté le programme Qu'est-ce qu'il y a, on devait aller à la Silicon Valley en mars de l'année d'après, 2024. Sauf qu'on a rencontré le directeur exécutif de l'université de Berkeley un peu plus tôt, qui nous a invités en décembre et il nous a fait une visite de ministre, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, on est resté une semaine là-bas, un peu plus d'une semaine, mais tous les jours, on avait quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on a commencé l'université Stanford, les campus de Google, Apple, etc. On a eu plein de péripéties. Par exemple, à un moment, quand même, l'histoire, elle est folle, hein. Mais on a eu une panne de voiture quand on était dans le campus d'Apple. Et en fait, des fois, on reste comme ça, parce qu'on était bloqué pendant 1-2 heures. On se dit, donc là, on a une panne de voiture, on est en train de faire ce qu'on a l'habitude de faire à Trappes tous les jours, on va dire, parce qu'il y a souvent des pannes dans le quotidien. Mais on dit, donc là, on est en train de dépanner une voiture, c'était une Ford Mustang en plus, donc déjà, on voit pas ça à Trappes. Et ensuite, on se dit, donc là, on est en train de dépanner cette voiture qu'on voit dans les films d'habitude, dans le campus d'Apple, à côté du grand ovale, qui est un peu connu de Apple, avec des personnes qui parlent pas français, avec le directeur exécutif de l'entreprise, et donc il y avait trop de choses qui se passaient. En plus, il faisait beau là-bas, et donc vraiment que des histoires folles. Et tous les jours, on avait tout le temps des nouvelles anecdotes, des nouvelles péripéties, et on allait rencontrer plein de monde jusqu'à ce qu'on aille à l'université de Berkeley, où on participe à un sommet de l'intelligence artificielle. Et donc là aussi, ça a été une claque, mais encore plus grosse. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment le côté américain où voilà, vraiment tout est époustouflant quand on vient pour la première fois et qu'on parle avec des gens, on comprend qu'ils sont très ouverts. Surtout quand on est passionné d'IA et de nouvelles technologies. C'est ça. Mais là, aller dans un sommet de l'intelligence artificielle à ce moment-là, c'est quelque chose de fou parce qu'on voit que des experts, mais de très haut niveau, et qui parlent de choses qu'on a vu arriver vraiment des mois après. Pour moi, l'intelligence artificielle, à ce moment-là, c'était quelque chose d'un peu flou. Mais en écoutant juste un seul événement là-bas, j'ai pu voir que déjà, c'est pas flou, ils savent très bien de quoi ils parlent, et ils travaillent tous les jours dessus. Et donc, du coup, on a entendu vraiment que des masterclass exceptionnelles d'experts dans le domaine. Et donc, entendre ces personnes-là parler, expliquer tout, on s'est dit, mais oui, en fait, ça bouge beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est encore plus gros que ce à quoi on pouvait s'imaginer déjà, nous, on se disait que ça va déjà être quelque chose de gros. Et le projet C'est du propre, du coup, a été présenté lors de ce concours. Ça. À ce moment-là, on a pu... Donc là, c'était encore plus gros. C'est-à-dire que, comme j'avais dit, l'évolution, on se dit que, OK, on pitch d'abord devant la mairie, ensuite on pitch devant des personnes à Vivatech qu'on ne connaît pas, ensuite à la Société Générale. Déjà, c'était quelque chose d'énorme. Mais là, on se dit, là, on pitch à l'étranger, on doit parler en anglais. Heureusement que j'ai appris l'anglais, du coup, en regardant des vidéos. Parce que sinon, j'aurais pas pu expliquer ma partie technique de façon à ce qu'ils puissent comprendre ce que je dis. Mais là, on doit pitcher en anglais devant des experts, parce que là, ces experts, ils étaient dans le public et ils nous écoutaient. Et en plus, on était aussi en compétition, parce qu'on était nominés parmi 3 autres groupes pour Jeune Talent de l'année. Et c'est ce qui nous a permis de remporter le projet, parce qu'on avait beaucoup d'ambition, on était très motivés. Et comment tu as vécu, toi, le fait de passer, tu vois, ces différentes étapes, d'enchaîner les récompenses, les succès à 18-19 ans? Alors honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. Du coup, surtout quand tu te déplaces et que tu commences à rencontrer des personnes différentes, c'est vrai que moi d'habitude, je ne suis pas une personnalité qui a l'habitude de rencontrer beaucoup de monde. Comme j'avais dit, quand j'étais sur mon ordinateur, j'étais tout seul chez moi, je faisais les choses dans mon coin. Surtout que voilà, il n'y avait pas trop d'informatique à l'époque, mais là d'un coup tout le monde en parle. Je rencontre des dizaines de personnes toutes les semaines, voire des centaines de personnes toutes les semaines. C'est vrai que je sens rien.
En fait, il y a tellement de choses que c'est un peu comme si je ressentais rien du tout et que je dis ok, bah, en fait, je dois vivre le moment et je dois avancer et réfléchir à ce que je dois faire après. C'est vraiment ce à quoi je pensais à chaque fois. Est-ce que selon toi, c'est important pour une carrière, que ce soit dans l'IA, dans les nouvelles technologies ou autres, d'aller voir ce qui se passe à l'international? Que c'est nécessaire pour chacun? Je pense que c'est différent. En fait, chacun peut avoir une appréhension différente et des réactions différentes. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est que quand on a mis les premiers pas aux États-Unis et qu'on a rencontré des personnes qui nous parlaient de ces domaines, de ce qu'ils faisaient là-bas, on a eu une claque vraiment sur vraiment la façon dont ils se comportaient. C'est-à-dire qu'ils ont une approche très différente. En France, souvent, on pense beaucoup, c'est assez connu, c'est qu'on pense beaucoup toutes les parties négatives, tout ce qui n'a pas marché quand on parle d'innovation ou de nouveaux projets. Aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un projet, direct, c'est le meilleur projet, on va le développer et après, on verra. Et aussi, l'autre partie, c'est que quand on discutait avec eux, on leur expliquait notre projet et on n'expliquait pas à n'importe qui. C'était vraiment, si je nomme leur profil LinkedIn, c'est que des profils exceptionnels, tous incroyables. Et ils nous parlaient tous d'égal à égal. C'est-à-dire que quand on leur parlait de notre projet, c'est pas on prend de haut, ou on dénigre le projet, ou on essaye de piéger directement, ou même l'âge. C'est vrai que moi je me rendais pas compte, mais c'est vrai que l'âge quand même, il parlait avec quelqu'un qui a des fois 40 ans de moins que eux. Mais voilà, il nous parlait d'égal à égal, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous avait impressionné et qui nous donnait envie de travailler et de rester un peu ouvert à ce qui se passait ailleurs, parce qu'on se disait en fait si on reste dans un endroit un peu isolé, bah, on manque et on rate beaucoup de choses. Quelles seraient selon toi les compétences nécessaires ou importantes pour se lancer dans l'IA, ou en tout cas qui sont développées quand on travaille sur l'IA? Dans l'intelligence artificielle, la réponse facile, ce serait de dire que les mathématiques, c'est important. C'est avoir une certaine structure dans la tête, c'est important. Après, c'est plus dans la partie développement des projets. En fait, maintenant, les soft skills deviennent beaucoup plus importants que les hard skills, donc, qui sont la partie technique. Et donc, vraiment savoir communiquer sur les projets qu'on fait, savoir présenter les projets, c'est vraiment très important. Et c'est à toutes les échelles, même si on a un développeur, maintenant, savoir expliquer, parce qu'on a les intelligences artificielles qui arrivent à faire les parties fastidieuses de plus en plus. Et du coup, toutes ces parties fastidieuses, donc qui sont plus dans les parties techniques, on aura de moins en moins besoin. Et il faut se concentrer vraiment. Il faut aussi avoir la partie méthodique, mais surtout les soft skills, savoir communiquer et savoir structurer les idées, structurer les projets. C'est vraiment les parties qui sont très importantes. Du coup, tu t'es toujours fait confiance ou parfois, surtout quand on a en face de soi un pionnier de l'IA aux États-Unis, est-ce que tu as connu un petit peu le syndrome de l'imposteur? Je pense que toutes les personnes qui réussissent, elles le sentent à un moment ou à un autre. Je dirais même avec les personnes qu'on a rencontrées à Silicon Valley, qui avaient tous des parcours vraiment, on ne peut pas avoir plus de succès que ça, on va dire, ils nous ont tous dit la même chose. On a tous eu le syndrome de l'imposteur et il faut avoir le syndrome de l'imposteur, sinon ça veut dire qu'on ne fait rien en soi. Et donc après, il faut avoir de la confiance? Du coup, c'est un peu ce qu'on doit combler avec ce syndrome-là. C'est-à-dire dire, ok, d'accord, je dis peut-être que là, ce que je fais, c'est pas vraiment ce que je devrais faire ou ce que je mérite ou je sais pas, mais dire, moi, je connais mes capacités et je vais avancer. En fait, juste ne pas se mettre de barrières nous-mêmes. Il faut vraiment juste travailler, avancer. Si je prends l'exemple de le programme Qu'est-ce qu'il y a, quand j'ai commencé, je ne savais pas si j'allais être, on va dire, à la hauteur. Moi, je pensais vraiment, si je décris l'image mentale que j'avais à cette époque-là, c'était je vais être dans une chaise avec des personnes qui font 2 mètres de plus que moi, je ne vais rien comprendre à ce qu'ils vont dire et ça va être comme ça. Alors qu'en réalité, non, en fait, je parlais avec des personnes, on discutait, on échangeait et on a pu avancer et à la fin, on a fait le projet qui a réussi. Donc voilà, il faut vraiment ne pas se mettre des barrières nous-mêmes, il faut juste avancer et après, on aura les résultats. Et est-ce que tu as une anecdote sur ton parcours? J'ai entendu dire qu'à un moment, il y avait des affiches sur la mairie avec ton visage et celle de ton équipe. Ouais. Donc une certaine fierté, j'imagine, de voir ça. Oui, ça c'est vrai que c'était un peu marrant parce que déjà quand il y a eu le post du Parisien, dès qu'on a remporté la finale à Société Générale, le post il a fait 3 millions de vues en, je dirais, 2-3 jours, quelque chose comme ça.
Et du jour au lendemain, en fait, dès qu'on sortait, quand je sortais dans la rue, vraiment des personnes qui m'appelaient, des fois on m'appelait Silicon Valley. On m'appelait même plus par mon prénom. Ils savaient comment je m'appelais, hein, mais ils m'appelaient Silicon Valley. Donc ça, c'était drôle. Et après, avec l'affiche, encore plus, parce que du coup, vu que moi, c'était dans mon chemin, je passais dessous tous les matins. C'est-à-dire, à chaque fois, je passe, je vois l'affiche, je vois ma tête, et après, je continue. Donc ça fait quand même une sensation un peu étrange. Mais voilà, ça nous motive un peu à travailler et à aller toujours plus loin, parce qu'on sait que si on travaille, les résultats, ils vont arriver derrière. Alors du coup, si on prend un peu de hauteur, et pour avoir un peu ton regard sur l'IA, déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Donc comment tu définirais ce qu'est l'intelligence artificielle à quelqu'un qui n'a pas forcément ton expérience? L'intelligence artificielle, c'est très large, mais pour comprendre un peu le principe général, on va dire, c'est vraiment des programmes, donc une machine, qui réfléchit, qui essaye de reproduire ce que l'intelligence humaine peut faire. Par exemple, on a le cerveau, donc nous on peut l'utiliser pour parler, ça va être le langage naturel des intelligences artificielles, Natural Language Processing. Et donc ils vont pouvoir traiter du texte et ensuite savoir comment l'humain il fait pour sortir du texte avec sa bouche. Voilà, il essaye de faire la même chose, il essaye de reproduire la voix, reproduire l'image, l'imagination. Et donc en fait, tout ce que notre cerveau il peut faire, l'intelligence artificielle, elle essaye de faire pareil. Des fois, elle peut être meilleure, mais elle essaye de faire pareil. Et toi, tu arrives à reconnaître quand l'IA a été utilisée pour faire une photo, une image, une vidéo? Peut-être pas tout le temps, on va dire, parce que c'est vrai qu'à certains moments, quand tu combles l'intelligence artificielle avec des capacités humaines, donc on fait des montages par exemple sur une image qui a été générée, souvent voilà, on peut se perdre. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a plein de repères. Quand on a déjà généré des images ou des vidéos, on se rend compte très vite des limites, des problèmes qui sont actuels, et on peut les retrouver quand il y a des autres personnes qui utilisent ces outils-là. Donc souvent, ça peut m'arriver. Par exemple, et c'est choquant des fois que des personnes le croient, mais quand tu vois un chat qui bouge et qui fait des actions qui ressemblent à celles d'un humain, des fois, c'est pas vrai, ça se voit. Mais je vois beaucoup de monde qui y croit, et moi, je vois que c'est pas ça. Après, ce que je peux dire, c'est que souvent, les personnes qui font des choses comme ça, elles le notent, elles le cachent quelque part, mais elles l'écrivent un peu. C'est-à-dire qu'on voit par exemple soit un tag, hashtag IA, et donc ça, déjà, ça permet un peu de développer, de dire, ok, j'essaye de voir en fait pourquoi est-ce que moi j'ai cru à cette vidéo-là. Et là, on voit après, si on scrute les détails sur les côtés, on dit, ok, bah là par exemple, il y avait ses doigts, il y en a un sixième qui est apparu, donc c'est pas une vraie vidéo. C'est un bon indice. Ouais. Exactement. C'est quoi ton regard sur l'évolution de l'IA? Ok, l'intelligence artificielle pour moi ça évolue beaucoup, très vite, et je pense que c'est pas que pour moi, c'est très connu, c'est pour ça qu'OpenAI ils ont une évaluation sur le marché, ils ont fait un record, 0 à 30 millions je crois, à 30 milliards en très peu de temps, en un temps record. Mais l'intelligence artificielle en soi c'est un outil, c'est-à-dire que ça vient avec plein de choses, ça a beaucoup de domaines, il y a des endroits où ça a été utilisé depuis très longtemps, les domaines un peu classiques, la médecine, si on va dans aussi l'ingénierie, les finances, etc. Ils utilisent beaucoup d'intelligence artificielle, même dans les administrations, ils l'utilisent. Mais il y a d'autres cas. Il y a aussi par exemple la partie intelligence artificielle générative, et c'est là la partie qui vraiment qui fascine le monde, parce que en très peu de temps, on arrive à avoir des résultats qui sont époustouflants, bluffants. La première fois qu'on a eu vraiment cette claque-là, c'était avec ChatGPT, où on pose une question et il nous répond instantanément, avec une réponse qui est concrète. Et donc c'est cette partie-là où voilà, souvent les gens ils disent mais attends, maintenant que les personnes ils peuvent avoir des résultats aussi rapidement, on pense directement aux risques, aux dangers. T'en as qui pensent directement aux opportunités et ils disent bah maintenant en fait quand je vais écrire des livres, ben voilà, ça va être mon IA qui va écrire mon livre à ma place. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là, et ce qu'il faut faire c'est savoir juger, trouver le juste milieu entre les deux. Et surtout, être sensibilisé. Savoir en fait ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que si on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on va en subir les conséquences. Et je dirais la pire des choses, c'est de... en fait, la pire des défaites, c'est quand on ne sait même pas qu'on est attaqué. Et si on ne sait même pas par quoi on est attaqué, on ne va même pas s'en rendre compte. Et on va dire, ok, ben là, je suis en train de croire une vidéo, elle est fausse. Moi, je ne sais pas. Et donc, du coup, je vais continuer. Et après, je vais arriver à un point de non-retour où je serai descendu tellement bas que ça sera fini. Donc, vraiment, il faut savoir. Mais tu comprends que l'IA puisse faire peur quand même à certaines personnes, voilà, à l'image de certains films qu'on a tous en tête comme iRobot où l'IA prend le dessus sur l'humain. Ben, est-ce que toi, oui, tu dis waouh, là ça va trop loin, cette IA elle peut dépasser les limites au final? Alors,
L'intelligence artificielle, comme toute chose, ça reste un outil. Du coup, un outil, ça peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient. Et donc, c'est vrai que les capacités de l'intelligence artificielle sont un petit peu infinies. C'est-à-dire que voilà, l'IA n'arrivera jamais à atteindre vraiment l'intelligence humaine, mais elle pourra toujours évoluer. Et donc, ça veut dire que, ok, la courbe d'évolution, elle est infinie. C'est-à-dire qu'on aura toujours une intelligence artificielle qui sera plus puissante. Mais si on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, on risque d'en subir les conséquences. Et donc du coup, on se dit, on peut avoir des a priori négatifs et se dire que l'intelligence artificielle c'est dangereux par exemple, mais si on se dit que l'intelligence artificielle c'est dangereux, ça ne veut pas dire que personne ne va l'utiliser. Et donc si on se dit que ça va être dangereux, la moindre des choses c'est de savoir quel est le danger pour savoir comment s'en protéger. Si par exemple, on prend l'exemple des épées, quand ils ont créé des épées avec le bronze, on se dit ok c'est dangereux, mais si on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça fait quand on frappe un objet, on ne va pas savoir comment créer les bonnes défenses pour s'en protéger. Et donc c'est pareil avec l'intelligence artificielle, il faut savoir ce que c'est. Si on prend l'exemple des images, des vidéos, il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça permet de générer des vidéos en quelques secondes et comprendre aussi les limites pour savoir après, voilà, si je tombe sur ça sur Internet, je ne vais pas être victime des dangers. Et malgré tout, tu penses qu'il faut encadrer l'IA pour qu'elle respecte une certaine éthique ou alors on laisse libre champ à l'imagination? On voit que déjà c'est ce qui se fait, ils essaient d'encadrer l'IA. Après pour moi si on met trop de limites, on tue un peu les technologies, on tue les choses. Et c'est après savoir qui encadre, qui pose les limites. J'ai rencontré différentes personnes, par exemple il y a quelques semaines, des experts en neurosciences qui parlaient du coup d'un point très important et je pense où beaucoup de monde peuvent être d'accord sur le type de limite qu'on devrait poser à l'intelligence artificielle. Et donc là c'est vraiment avoir des experts qui réfléchissent et qui disent par exemple on a un nounours connecté, on se dit on veut avoir un nounours connecté à l'intelligence artificielle qui va pouvoir détecter quand un bébé est pas content ou a envie de pleurer, ou, etc., qui va le rebercer ou qui va faire d'autres opérations. On se dit que ça, dans un premier lieu, c'est une idée qui est révolutionnaire, qui est très bien, qui va nous permettre de ne plus faire de nuit blanche. Exactement. Sauf que en réfléchissant un petit peu plus et en parlant avec les experts dans ce domaine-là, ils vont nous expliquer très clairement que à cette période-là, ce qu'un enfant a besoin pour développer son cerveau, c'est de reconnaître des visages humains. Et donc, s'il ne reconnaît pas de visage humain, une partie de son cerveau ne va pas être développée. Et donc, on voit les risques qu'il y a là. Et donc, en prenant en considération ces risques-là, on peut savoir quel type de limite poser. Est-ce que, selon toi, il faudrait intégrer l'IA dans la formation scolaire, au final, pour apprendre aux plus jeunes déjà les bases et comprendre ce qu'est l'IA? C'est actuellement le cas. On a déjà travaillé dans plusieurs projets pilotes, notamment dans les lycées professionnels pour sensibiliser à l'intelligence artificielle. Il y a aussi certains projets qui visent à être intégrés dans les lycées donc prochainement pour pareil, sensibiliser à l'intelligence artificielle, avoir des outils qui permettent d'utiliser l'IA. Mais pour moi, dans l'éducation, c'est très très important. Pourquoi? En fait, on a un peu plusieurs cas de figure. On a soit la personne qui, du coup, on va dire le meilleur des cas, qui apprend l'IA dans son coin et qui qui connaît les limites, les risques, etc., qui a entendu ça, qui arrive à bien se gérer. Sinon, on a l'autre personne qui va aller dans son coin, si jamais on l'enseigne pas à l'école, mais qui va apprendre dans son coin et qui va foncer la tête dans le mur et qui va se prendre vraiment tous les effets néfastes en fait, qu'il y a sur l'intelligence artificielle. Tout simplement, un des effets, vraiment pour donner un exemple concret, c'est une personne qui est au collège ou au lycée qui utilise ChatGPT pour résoudre ses problèmes de mathématiques. Le fait de ne pas écrire et résoudre le problème lui-même, ça pose des problèmes vraiment dans la partie conception du cerveau, ce qui fait que la personne elle va juste servir de messager entre l'IA et le professeur et elle ne va pas vraiment apprendre quelque chose. Et donc ça pose des problèmes. Donc avoir une sensibilisation derrière, c'est très important, parce que si on ne la fait pas, les élèves dans tous les cas ils vont le faire, parce que la tentation est beaucoup trop grande. On se dit attends, on peut avoir quelque chose qui nous fait notre devoir en 10 secondes, donc c'est bon, moi je vais passer plus de temps à jouer ou à faire ce que je veux derrière. Donc dans tous les cas les gens ils vont l'utiliser. Maintenant, c'est si on leur explique en fait ce que c'est, et surtout avec des bonnes pratiques, comme un peu les réseaux sociaux. On dit voilà, les réseaux sociaux, c'est ça les dangers. Si tu l'utilises trop longtemps, tu as un problème. Par exemple, en fait, pour les réseaux sociaux, ce travail-là n'a pas trop été fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts qui se réveillent maintenant et qui disent il faut qu'on fasse la même chose avec l'intelligence artificielle. Sur quel projet tu travailles actuellement et au final, qu'est-ce que tu vises pour ton avenir? J'en travaille actuellement sur quelque chose qui n'a pas trop de rapport avec l'IA en elle-même. C'est
application, un peu le Airbnb pour les gens qui veulent s'expatrier, pour les gens qui veulent aller à l'étranger et tester leur solution, leur start-up, leur business à l'étranger, notamment aux Émirats Arabes Unis. Et sinon, on a aussi du coup des formations que je fais pour les personnes qui veulent intégrer l'intelligence artificielle, savoir comment utiliser l'IA de façon efficace. Et à côté de ça, tu es aussi engagé dans une association? Donc du coup, après le programme Qu'est-ce qu'il y a, dès qu'on a remporté, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se faisaient. On voulait créer plein de projets. On a créé, du coup, vu qu'on était pas mal de monde très motivé, on a créé une association pour bien se regrouper. Et au vu du nombre, en fait, c'était la meilleure structure à faire. Une association donc qui nous permettait de développer ces projets. Du coup, on a pu aller dans plusieurs pays différents pour parler d'intelligence artificielle, rencontrer du monde. Ça nous a permis d'élargir notre esprit. Aussi pour faire des ateliers d'intelligence artificielle, gagner de l'expérience, en fait, pouvoir vraiment enseigner, transmettre les connaissances qu'on avait. Une personne, par exemple, à qui on avait expliqué comment utiliser l'IA à travers différents ateliers. Au bout de quelques semaines, elle a réussi à monter de poste parce qu'elle arrivait à du coup mieux utiliser, mieux travailler dans son travail en fait, au quotidien. Donc on voit que ça a des bénéfices. Et pour le clin d'œil, c'est qu'au sein de cette association donc, qui s'appelle Osmose, vous recevez des personnes de la Silicon Valley au final. Exactement. On a fait plusieurs événements. On a commencé déjà en novembre ou décembre 2023 et on a ramené vraiment plusieurs personnalités dont par exemple il y a un mois des experts en neurosciences, donc des personnes en fait qui étaient présentes au Grand Palais à l'Élysée pour parler d'intelligence artificielle pour le sommet de l'IA. Donc nous on a réussi vu qu'on les avait rencontrés quelques années plus tôt, à faire une présentation, plusieurs masterclass qu'on a fait tout au long de l'année sur l'intelligence artificielle, donc l'impact qu'a l'IA sur les enfants de 0 à 25 ans. C'est pour ça que ce sujet-là est très important. Mais sinon, on avait aussi des masterclass pour comprendre ce que c'est que l'IA dans la partie technique, le machine learning, deep learning, avec donc des experts qui sont profs dans les plus grandes universités. Donc Berkeley, comme j'ai dit, c'est la meilleure université publique au monde. Stanford, c'est la deuxième meilleure université tout confondu au monde. Et donc pouvoir donner cette opportunité, cette information en fait, ça permet de créer des gens qui sont beaucoup plus motivés derrière. Pour terminer, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'IA ou en tout cas d'une manière plus générale dans un projet entrepreneurial? Je dirais la première chose, c'est de ne pas avoir peur. Comme j'avais dit, actuellement en fait, il y a beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, énormément de secteurs sont touchés. Les seules choses qui manquent, c'est les idées. Rien ne nous empêche de continuer nos études et de commencer à travailler sur le projet et de faire la chose dans notre temps libre, parce qu'on a beaucoup de temps libre et on peut l'utiliser pour ça. Pour l'intelligence artificielle, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de ressources sur Internet, beaucoup de formations, beaucoup de vidéos qui expliquent en fait des parties, des domaines de l'IA en particulier. Donc du contenu disponible sur les différentes plateformes, mais aussi des rencontres et savoir saisir aussi les opportunités. Rencontrer des personnes, c'est à chaque fois rencontrer des gens qui ont travaillé, qui ont leur expérience et qui ont leurs choses, vraiment cette information qui permet d'évoluer. Et souvent, quand on va dans des événements où on parle avec des personnes, ne pas avoir peur à leur dire voilà, moi je suis un tel, je fais ça. Surtout que les gens, en fait, il y en a plein, ils sont très ouverts d'esprit. Souvent, c'est des personnes qui sont un peu comme nous, qui viennent du même endroit. Du même endroit dans le sens où ils sont venus, ils avaient un projet, et ils n'avaient rien au début, et ils l'ont créé. Et donc, du coup, se dire que voilà, faut pas avoir peur, juste parler avec des personnes. Souvent, dans les événements où c'est des entrepreneurs, il y a à peu près cette même mentalité de partager, de dire voilà, on avance, on est là pour travailler, on a une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Et donc, il ne faut pas avoir peur à leur demander quelle erreur, quel problème ils ont pu rencontrer pour essayer d'en tirer des leçons nous-mêmes et aussi quelles choses ils ont bien aimées. En tout cas, il ne faut pas passer à côté de l'IA. Selon toi, il faut surfer sur la vague? Obligatoire. En fait, je pense que si on rate cette vague-là, c'est une très grosse vague qu'on a ratée. Par exemple, si on n'utilise pas l'intelligence artificielle, celle-là, on va se prendre les vrais problèmes auxquels on avait peur au début, qui sont que l'IA va prendre notre place. Parce qu'on va avoir une autre personne qui, elle, a pris cette vague et elle va réussir à faire des sites internet en 1h30, en 50 minutes, alors que nous, on prend 3 jours, 4 jours, 1 semaine. L'IA sera partout dans le futur. Elle est déjà partout. Elle est déjà partout. Plein d'utilisations d'intelligence artificielle auxquelles on ne s'en rend pas compte. Vraiment, c'est subtil. Mais
partout où on a une partie où l'humain y réfléchit de manière répétitive, on peut avoir une IA qui le fait à sa place. Juste pour être toujours plus rapide. Merci Lokman. Merci pour ton temps. Avec plaisir.